Bon retour, amateur de chaos. Notre gars Kim Joo-yeok est toujours réincarné, toujours complètement pété en termes de puissance, et traite toujours les familles d'élite comme des PNJ de fond de décor qui se sont trompés de genre d'histoire. L'épisode du jour? Tu t'es attaqué au mauvais gamin, alors son ennemi a appelé le psychopathe de la famille. Et pour une fois, on ne commence pas avec Kim. On commence avec l'homme qui a pris la plus grosse humiliation du siècle à l'épisode précédent, Rokdil Ventric. Le chapitre reprend juste après un coup de fil qui l'a frappé plus fort que n'importe quel monstre. À l'autre bout de la ligne, il y avait un garçon blond du genre bien coiffé, bien éduqué, oui monsieur, bien sûr monsieur, le petit soldat qui bouge toujours exactement comme la famille Ventric le lui dit. Et ce garçon vient de lui dire quelque chose d'impensable, à partir de maintenant, il ne touchera plus à rien qui concerne Kim Joo-yeok. Rokdil reste planté là, sonné. Son cerveau essaie de resynchroniser avec la réalité. Il était tellement sûr de lui il y a encore quelques heures. Le plan était simple, déposer une plainte à l'académie, utiliser les bleus et marques restants comme preuve, et traîner le nom de Kim dans la boue en utilisant les procédures officielles. Très classe. Très noble. Très j'ai mon avocat sur appel rapide. Il avait même sucré l'affaire pour le larbin blond, si le garçon faisait le rapport comme Rokdil voulait, la famille Ventric le soutiendrait. Parrainage, faveur, protection. Le genre d'offre qui transforme la plupart des gamins en golden retrievers obéissants. Mais à l'autre bout du fil, au lieu de la gratitude, il n'a reçu que du réalisme glacé. En gros, le blond lui a dit, même avec votre soutien, il n'y a aucun moyen de rattraper la perte de réputation après ce fiasco. Traduction, votre barre d'honneur est déjà à -50, monsieur. Même le non-ventrique ne peut pas patcher ça. Et puis, clic. La communication coupe. Pas de au revoir. Pas d'excuses. Juste le silence. Rokdil fixe l'écran noir de son téléphone une seconde. Puis la rage arrive. Il pète un câble. Le téléphone hors de prix fait un contact très intime avec le sol et explose en éclats de plastique haut de gamme. Le mobilier autour passe au rang de dégâts collatéraux alors qu'il frappe et cogne tout ce qui se trouve à portée. Son assistante, la fille blonde, reste debout près de lui, parfaitement immobile. Elle ne sursaute même pas. C'est juste un autre mardi dans le simulateur. Félicitations, vous travaillez pour un riche psychopathe. Quand il a enfin terminé, la pièce ressemble à une scène de crime dont l'architecte d'intérieur ne se remettra jamais émotionnellement. Rokdil reste là, la poitrine haletante, le regard fou. Et comme ce garçon est incapable d'admettre qu'il a fait des erreurs, son cerveau saute sur l'étape logique suivante: si la pression subtile et la manipulation ont échoué, il est temps d'appeler le monstre de la famille. Il appelle d'une voix tranchante, Yuria. L'assistante se redresse aussitôt. Voix calme, tête baissée, elle répond qu'elle a déjà fait ce qu'il lui a demandé. Elle a contacté Dazara Ventric. Un seul problème, Dazara est loin. Très loin. En entendant ça, la colère de Rokdil remonte encore d'un cran. Évidemment qu'il est loin, pense-t-il. Bien sûr que le chien enragé est à l'autre bout du monde juste quand j'ai besoin de lui. Mais une fois que Dazara se mettra en mouvement, le garçon qui l'a humilié, Kim Joo-yeok, aura un sérieux problème. Et Rokdil, comme tout bon vilain de départ, a une foi absolue dans la capacité de sa famille à tout régler à coups de poing. Cut jusqu'au Mexique, à l'Académie Aripia, un endroit censé être dédié à l'apprentissage, mais qui ressemble actuellement à la fin d'une bagarre de bar. Plusieurs étudiants sont étalés par terre, gémissant. Au milieu des dégâts, en train de vérifier tranquillement son téléphone dernier cri, se tient un colosse avec une aura du genre: j'ai déjà été renvoyé d'au moins une école pour violence. Voici Dazara Ventric, le frère de Rokdil. L'enfant problématique préféré de la famille Ventric, quand ils ont besoin de régler des problèmes à coups de pied dans la tête. On le prend en plein moment, il vient de passer des élèves à la serpillière quand il ouvre le message de Rokdil. Le texte est simple, vient en Corée. Cible, un certain Kim Joo-yeok. Récompense, déjà préparée. Dazara lit une fois, puis une deuxième, et on peut presque voir les signes dollars ou plutôt les bonus version constellation s'allumer dans ses yeux.
Il y a peu, il pensait que sa vie était finie. Il s'était fait virer. Banni. Coupé de la juteuse manne familiale. Plus de ressources. Plus de soutien. Plus d'argent facile. Mais maintenant, grand frère a une mission pour lui. Une mission sale, violente, du genre vas-y, explose-moi ce gars contre le sol. Pour Dazara Ventric, ce n'est pas un problème. C'est un arc de retour. Il sourit, imaginant déjà le nombre de zéros sur la récompense. Et à quel point ce sera amusant de briser ce gamin coréen, qui qu'il soit. Le lendemain, 18h, dans la grande salle d'entraînement de Valhalla. Kim Joo-hyuk entre, et s'arrête net à l'entrée. L'endroit est gigantesque, plus un hangar à avion qu'un simple gymnase. Plafond perdu dans l'ombre, pas qui résonne, équipement et couloirs d'entraînement qui s'étirent si loin qu'on pourrait perdre une place entière là-dedans. Pour un étudiant normal, c'est intimidant. Pour un dieu de guerre réincarné, c'est un terrain de jeu. Il est déjà échauffé mentalement, articulation souple, prêt à courir jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Ce soir, il veut pousser ce corps humain misérable jusqu'à quelque chose qui ressemble vaguement à utilisable. Il est sur le point de commencer son échauffement quand il entend quelqu'un derrière lui. Une voix, une présence qu'il connaît un peu trop bien. Il se retourne. Devant lui se tient le garçon lié à l'une de ses plus grandes irritations, mais aussi à l'un de ses plus grands atouts, brasse l'épée scellée qui était autrefois un artefact terrifiant et qui est maintenant coincé dans un corps humain, à se faire vanner par Kim au quotidien. Pendant une fraction de seconde, l'expression de Kim se durcit. Il se souvient de la dernière fois qu'ils ont traité avec cette épée. Comment elle est devenue un artefact? Comment elle était exposée? Comment Brass, parmi tous, a réussi à échanger la vraie arme contre une réplique quasiment parfaite sous le nez de gens qui auraient clairement dû s'en rendre compte. Kim le détaille du regard, s'attendant presque à un nouveau problème. À voix haute, il reste simple. Il demande pour l'épée. Elle est où maintenant? Comment ils ont réussi à sortir de la salle des constellations avec? Et surtout, pourquoi l'artefact exposé est devenu un faux? Brass répond avec un naturel pas du tout rassurant. Même privé de ses anciens pouvoirs, il peut toujours fabriquer des imitations convaincantes. Des artefacts factices, presque indiscernables des vrais. Kim plisse les yeux. C'est le genre de compétence pour laquelle des gens déclenchent des guerres. Il insiste un peu, comment Brass a appris à faire ça? Brass hausse les épaules. Il n'en sait rien. Ce n'est pas dans sa fiche de poste officielle. C'est juste, quelque chose qu'il sait faire. Une capacité qui lui est restée, même après sa chute. Kim range ça soigneusement dans la catégorie chose à disséquer plus tard. Une arme capable de mentir au monde et un ancien constellation très doué en faux, ce combo va devenir important. À ce moment-là, leur troisième participante arrive. Une voix familière résonne dans la salle, professeur? Pour l'entraînement au sabre. Kim jette un coup d'œil par-dessus son épaule et voit la fille aux cheveux gris. Choi Yarin qui trottine vers eux, un peu hors d'haleine, les yeux brillants d'impatience. La dernière fois, elle s'était littéralement présentée pour le supplier de la former. Aujourd'hui, elle vient chercher ses cours stylés de maniement d'épée. Kim, toujours en train d'étirer ses jambes et ses épaules, la regarde comme un chiot un peu perdu. Le sabre? Oh, pauvre enfant naïve. Il l'informe très calmement et qu'ils ne vont pas commencer par des techniques de sabre stylé. Ils vont commencer par l'endurance. La fille se fige. L'endurance? Genre, courir? Faire du sport? Transpirer? Son expression fait un hard reset. Elle avait imaginé des coupes nettes, des auras d'épée, des mouvements élégants. Elle obtient des échauffements. Elle ravale quand même sa déception et hoche la tête. Si c'est le prix à payer pour apprendre, elle le paiera. Kim ne perd pas de temps. Il lui dit de commencer à s'étirer. Pour lui, c'est la base. Pour elle, ça ressemble déjà à une trahison de tout ce qu'elle avait fantasmé. Mais il y a une logique derrière. Elle a beaucoup de mana. Mais son corps? Son endurance est au niveau lycéenne moyenne avec une épée flashy.
Si elle veut manipuler le mana correctement, le faire circuler sans s'effondrer en plein combat, il lui faut une base physique qui ne se plie pas comme du papier mouillé. La méthode actuelle de Valhalla, surtout pour les gosses nobles, est à l'envers. Ils obsèdent sur la puissance magique et les constellations, et oublient qu'ils ont un corps en dessous du cou. Kim a bien l'intention de corriger ça. Un peu plus tard, elle annonce qu'elle a fini de s'étirer. Kim hoche la tête. Bien. Ça, c'était l'échauffement. Maintenant commence le vrai entraînement. Il dit ça avec un ton tellement détendu qu'elle ne comprend pas tout de suite la catastrophe à venir. Et le chaos commence. Pompe. Squat. Encore des pompes. Gainage. Renforcement du haut du corps. Kim bouge comme une machine. Choi Yarin bouge comme quelqu'un qui réalise beaucoup trop tard qu'elle aurait dû lire les conditions générales avant de cliquer sur accepter. Ses bras tremblent. Ses jambes brûlent. Ses poumons sont en feu. Quand il la laisse enfin tomber, elle s'effondre au sol, étalée, trempée de sueur. Respirer? Optionnel. Son âme? Déjà à moitié sortie de son corps. Pendant un instant, elle croit que c'est fini. Ce n'est pas fini. Kim, au-dessus d'elle tel un sergent instructeur des enfers, lui ordonne de se relever et il leur reste encore 20 km de course. Autour de tout le complexe d'entraînement. Choi Yarin le fixe, le regard vide. 20 km. La petite narratrice dans sa tête désinstalle l'application Espoir. Mais à voix haute? Elle ne se plaint pas. Elle serre les dents, se remet debout sur des jambes engelées, et force ses pieds à avancer. Kim observe, expression illisible. Extérieurement, il se contente d'aboyer des consignes. Intérieurement, il note quelque chose d'important, pour une fille qui a grandi en se reposant sur les constellations et le mana, elle encaisse. Pas de chouinage. Pas de supplication pour arrêter. Juste une obéissance bornée, épuisée. Pour lui, ça vaut plus que n'importe quel sang noble ou talent divin. Le lendemain, les conséquences de ce petit entraînement sympa sont visibles pour tout le monde. Dans la classe à des premières années de Valhalla, Kim est assis à son bureau, parfaitement tranquille. À côté de lui, Choi Yarin ressemble à un fantôme en uniforme. Cerne sous les yeux, épaules effondrées. Aura de j'ai couru plus hier que certains en une année entière. Kim note intérieurement toujours que son potentiel physique est en fait très bon. Une fois conditionnée, elle pourra gérer le mana bien mieux. Mais là, tout de suite, on dirait qu'une série de squats de plus l'enverrait direct chez les ancêtres. Devant la classe, Lilia, leur prof principal spécialiste des monstres dimensionnels, se tient au tableau. Elle frappe dans les mains pour obtenir le silence et annonce, avec un ton qui promet de la souffrance, aujourd'hui, cet examen écrit. Elle rappelle que, dès le premier jour, elle les avait prévenus. Elle leur avait dit d'étudier le comportement des différents monstres et la meilleure façon de les gérer. Maintenant, c'est l'heure du contrôle. Le sujet? Comment éviter de mourir de façon stupide quand un monstre dimensionnel apparaît? La salle se remplit du bruit des stylos. Les gamins ultra-éduqués des familles d'élite se penchent sur leurs feuilles, analysent des scénarios, composent des stratégies parfaites façon manuel scolaire. Même Choi Yarin, à moitié morte de fatigue, lutte pour rester concentrée. Kim, lui, répond à la manière la plus Kim Joo-hyuk possible. Pas pour impressionner la prof. Pas pour réciter le livre. Il écrit ce qui fonctionne vraiment. Sur la copie, on dirait qu'il troll l'examen. En réalité, il dépose noir sur blanc l'expérience de combat d'une vie passée où une mauvaise réponse signifiait qu'on ne réapparaissait pas. Quand le temps est écoulé, Lilia regarde sa jolie montre, fait poser les stylos et ramasse toutes les copies. Elle leur informe que cet examen n'affectera pas leur note générale. Elle va l'utiliser pour évaluer leur préparation pour le prochain cours. Plus précisément, leur première vraie leçon dans la salle de combat virtuelle, la semaine prochaine. Après cette petite bombe, elle les libère et quitte la classe. Kim, en la regardant partir, reste silencieux mais pensif. Combat virtuel.
Simulation de monstres. Entraînement en temps réel. Pour la plupart des étudiants, c'est une nouvelle expérience excitante. Pour lui, c'est juste un mardi mais aussi une occasion de récolter plus d'informations. Pendant ce temps, ailleurs dans le bâtiment, un café va être sacrifié. Dans la salle des profs de première année, Lilia est penchée sur une pile de copies, stylo rouge en main. Elle en a déjà corrigé la majorité et est, à contre-cœur impressionnée. Comme prévu de la classe A, la plupart des élèves s'en sont très bien tirés. Bon diagnostic, bonne stratégie, compréhension claire du comportement des monstres. Ce sont les héritiers de grandes familles, après tout, on leur sert ce savoir depuis qu'ils savent marcher. Un enseignant qui passe Kim Lin-gun, une tasse fumante à la main lui demande si ce sont les copies de la classe A. Lilia hoche la tête et lui explique son idée, elle va utiliser les réponses pour préparer le prochain cours pratique. Il y a des infos précieuses dans la façon dont ils réfléchissent, même si les questions semblaient basiques. Kim Lin-gun loue son professionnalisme, sort quelques phrases polies et commence à repartir. C'est là que ça arrive. Lilia tourne une page, et se fige. Ses yeux parcourent la copie, puis, très doucement au début, elle hurle. Kim Lin-gun sursaute tellement qu'il manque de se baptiser lui-même avec son café. La tasse se renverse, tout le contenu sacrifié au dieu du « je n'avais pas besoin de ça aujourd'hui ». Il accourt. Lilia, tremblante entre la rage et la sidération, lui colle la copie sous le nez. Elle appartient à Kim Joo-yeok. Et c'est un carnage. De son point de vue, il ne s'est pas contenté de se tromper, il s'est moqué de tout l'examen. Elle fulmine, comment peut-il appeler ça des réponses? Comment quelqu'un avec autant de talent peut être aussi irrespectueux? Est-ce qu'il a seulement compris à quel point ce sujet est sérieux? Kim Lin-gun, toujours en train d'essuyer sa chemise, demande prudemment si le prodige n'a tout simplement pas fait l'effort. Lilia le corrige, non. Il a répondu à toutes les questions. Et c'est justement ça qui rend la chose pire. Elle déclare qu'elle ne peut pas laisser passer ça. Elle utilisera sa copie comme exemple public la semaine prochaine. Elle montrera à toute la classe ce qu'il ne faut surtout pas faire face au monstre. Parce que la manière dont il a écrit ses réponses, on dirait qu'il croit qu'il peut juste forcer la réalité à obéir. Ce qui, entre nous, est à peu près vrai. Mais elle n'est pas censée le savoir. Une semaine plus tard. Combat virtuel. Dans l'arène de simulation, l'atmosphère est électrique. Lilia se tient devant la classe et annonce que les résultats sont là. La plupart ont très bien réussi, comme prévu. Mais il y a une exception. Elle appelle Kim Joo-yeok devant. Il se lève calmement, comme si elle venait de lui demander de ramasser un stylo, pas de se présenter au peloton d'exécution publique. Elle lui tend sa copie, couverte de rouge. Un massacre pédagogique. Puis elle rend le verdict, il a eu 0. Il a l'air vraiment surpris. Dans sa tête, ses réponses étaient correctes. Plus efficaces que la théorie, même. Il insiste sur le fait qu'il a pris l'examen au sérieux. Lilia le dévisage comme si elle essayait de déterminer s'il la provoque ou si c'est son état naturel. Elle décide de prouver son point. Première question, quel est le moyen le plus efficace de gérer un gobelin de pierre? Réponse de Kim, un truc du style, frappez-lui l'estomac. Pas analyser ses faiblesses, pas d'utiliser des armes contondantes, pas coordonner l'équipe. Juste, lui exploser le bide. La classe se tortille, mal à l'aise. Même Choi-Yarin, d'habitude si douce, a l'air mal. Deuxième question, que faire si 8 gobelins sauvages foncent sur vous? Sa réponse, les envoyer en enfer un par un, en commençant par le plus proche. Pas de retraite stratégique, pas de magie de contrôle, pas appeler des renforts. Juste, violence. Dans l'ordre. Lilia est en feu. De son point de vue, il n'a même pas essayé de cacher son manque de respect pour l'examen. Pas de nuance. Pas d'explication. Juste les défoncer jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'exister. Kim reste imperturbable. Il explique,
de façon très posée, que ce sont les réponses les plus efficaces. Elle réplique qu'il délire. Qu'il est impossible pour une épée normale d'abattre un gobelin de pierre pas avec une défense pareille. Dans sa tête, c'est le moment où il recule, s'excuse, promet de suivre le manuel la prochaine fois. Au lieu de ça, il double la mise. Il affirme qu'il peut tuer un gobelin de pierre d'un seul coup à l'estomac. Sans arme spéciale. Sans magie spectaculaire. Juste avec sa technique. Les veines sur le front de Lilia envisagent d'appeler le syndicat. Mais sous l'irritation, autre chose s'allume, la curiosité. Alors elle prend une décision. S'il est si confiant, il n'a qu'à le prouver. Elle donne un ordre au système. L'arène tremble. Un rugissement secoue l'air. Un gobelin de pierre se matérialise, gigantesque, recouvert de roches, de cristaux, avec une présence meurtrière. Il grogne sur Kim, essayant de l'intimider. Lilia explique les conditions, s'il tue le gobelin exactement comme il l'a décrit dans sa copie, elle reverra sa note. Sinon, il garde son beau 0, avec possible sermon bonus. Kim acquiesce d'un simple signe. Il pose sa copie sur la console comme s'il déposait un verre, pour le récupérer après. Il se dirige vers les râteliers d'armes et choisit l'épée la plus banale possible. Pas de runes, pas de lueur magique. Juste un bout d'acier simple. La classe retient son souffle. Quelque part dans les gradins, une petite fille murmure que c'est de la folie. Le grand blond costaud, celui qui joue les murs humains, reste silencieux, la mâchoire serrée. Kim avance. Le gobelin bouge, ses pas lourds faisant vibrer le sol. Lilia croise les bras, prête à sortir son discours « Je te l'avais bien dit ». Et puis, Kim bouge. Une seconde, il est là. La seconde d'après, c'est un flou. Il réduit la distance en un instant, l'épée frappant non pas au hasard, mais avec une précision chirurgicale. Le gobelin rugit, puis s'étrangle. Parce que son estomac, cette zone censée être ultra protégée, vient de se faire ouvrir par un coup tellement net qu'on dirait qu'il a été tracé à la règle. Des fissures courent le long de son corps. Sa tête se fracture. Il vacille, grogne, puis s'effondre dans un fracas lourd. La simulation valide l'élimination. Silence total. Lilia fixe la scène, complètement sonnée. Aucune magie de renforcement. Aucun artefact. Juste une technique polie sur plus de combats que tous les élèves réunis ne pourront jamais en vivre. La petite fille lâche un commentaire émerveillé. Le grand blond ne dit rien, mais son silence fait plus de bruit que n'importe quelle phrase. Lilia, toujours en train de ramasser ses morceaux de certitude, finit par demander « Comment, tu as fait ça ?» Kim donne la réponse la plus agaçante possible, « Je vous l'ai dit. » Frapper l'estomac. Elle a envie de l'étrangler par principe. Parce que oui, il vient de prouver le résultat, mais ça ne transforme pas ses réponses en bon modèle pour un examen. Du point de vue d'une personne normale, pour tuer un gobelin de pierre avec une simple épée, il faudrait être au minimum un contractant de rang A. D'où le contenu des manuels. Lui, par contre, vient de désinstaller tout le programme scolaire en une démonstration. Quand il demande si ça ne veut pas dire que sa réponse était correcte, elle le sèche. C'était une seule question. Il lui reste d'autres mauvaises réponses à démontrer, apparemment. Elle fait un nouveau signe au système. Le sol s'ouvre. L'arène se transforme en un tunnel sombre gigantesque, qui s'étend loin dans l'obscurité. Le genre d'endroit d'où rien de bon ne sort jamais. Au fond, des bruits de pas résonnent. Des gobelins apparaissent. 3 d'abord, puis, pendant que Lilia explique les règles, d'autres se montrent. Ceux-là sont des gobelins sauvages instables, agressifs, et dotés d'une capacité de cri qui appelle des renforts si on se rate. Utilisez le mauvais mouvement, et chaque cri fera apparaître 5 nouveaux gobelins. Les stratégies recommandées, utiliser de la magie pour les raser d'un coup. Ou battre en retraite et se regrouper. Kim, lui, ne fait pas dans le recommandé. Il fonce. Le gobelin le plus proche se jette sur lui, croc découvert. Il le cueille de face et lui explose le crâne d'un coup de lame. Il tombe avant même de pouvoir ouvrir la bouche. Les autres entrent en rage,
charge de tous côtés. Il pivote parmi eux comme une tempête. Un coup dans la mâchoire, un dans la gorge, un autre traverse une poitrine. Chaque élimination est suffisamment rapide pour empêcher le moindre cri. Depuis les gradins, la classe observe en silence, complètement scotchée. La colère de Lilia s'évapore lentement, remplacée par autre chose, un respect réticent, et un bon mal de tête. Parce qu'il n'a pas agi de façon imprudente. Ses actions suivent parfaitement la logique de sa deuxième réponse, les renvoyer tous en enfer, en commençant par le plus proche. Il l'a littéralement fait. Et ça a marché. Quelque part dans le panneau de contrôle du destin, il y a probablement une notification qui clignote, vous avez réussi l'épreuve de sanité mentale du professeur, mode difficile. Et en parlant de panneau, si votre propre stade de chance est bizarrement basse en ce moment, genre, vidéo pas recommandée, épisodes qui disparaissent, ou votre protagoniste préféré qui n'apparaît jamais dans vos suggestions, ça vient peut-être du fait que vous avez raté une quête cachée appelée « Toucher la relique interdite de l'interaction ». La légende dit que si vous caressez doucement le bouton like et offrez une courte prière au bouton s'abonner, l'algorithme vous donne +1 en agilité et 5% de chance en plus de retrouver cette série au lieu d'encore un short de cuisine. Enfin bon, vous n'avez rien entendu de moi. Retour à notre garçon qui massacre le programme officiel. Plus tard, dans une salle d'entraînement un peu plus normale, on retrouve Kim et Choi Yarin. Ils sont sur des tapis de course. Enfin. Kim trottine comme s'il s'échauffait pour un sparring léger. Yarin, elle, sprint comme si la mort était derrière elle avec un chronomètre. L'affichage de vitesse hurle presque. Ses jambes moulinent, la sueur vole, et elle est à deux doigts d'exploser. Finalement, son corps lâche. Elle trébuche, le tapis ralentit, et elle s'écrase sur le matelas, haletant comme si on venait de débrancher sa machine à oxygène. Kim descend de son tapis, la regarde et hausse un sourcil. Il demande calmement, « Tu ne t'entraînes pas dans ton clan ?» Elle avoue en haletant qu'elle ne s'entraîne pas comme ça. Elle s'est toujours concentrée sur la magie, emprunter le pouvoir des constellations, lancer des sorts, gonfler son mana, pas ses muscles. La réponse intérieure de Kim est exactement ce que vous imaginez, bien sûr. Ces gosses s'entraînent comme si leur corps physique était un DLC optionnel. À voix haute, il va droit au but, si elle ne construit pas sa propre endurance, que se passera-t-il quand un donjon désactive la magie? Son mana se vide en plein combat, ou que sa constellation décide que non, aujourd'hui, j'ai la flemme. Les contrats avec les constellations sont puissants mais capricieux. Tout miser dessus, c'est comme faire la guerre avec des armes louées dont le propriétaire peut reprendre la clé à tout moment. Lui, il connaît ça trop bien. Il a vécu dans un monde où les constellations n'étaient pas juste des figures de fond, c'étaient des ennemis, des alliés, des juges. Yarin écoute, les yeux écarquillés, la poitrine encore secouée. Puis il lui demande, « Tu penses que cet entraînement d'endurance sert à quelque chose ?» Elle répond immédiatement. Oui. Parce qu'il lui a dit que si elle tenait le coup, il lui apprendrait le maniement du sabre. Il le regarde, stupéfait. Donc c'est ça. Elle ne pensait ni en grande théorie, ni en survie à long terme. Elle fait du cardio de l'enfer parce qu'il a dit que c'était le prix pour les leçons. Pendant une seconde, même le cerveau de réincarné de Kim buguait. Il se reprend vite, mais la scène laisse une trace. Cette fille est têtue d'une façon très simple. S'il lui dit c'est par là, elle serre les dents et avance. Même si ça détruit ses cuisses. Il termine la session. Ils doivent se préparer pour le cours. Elle est surprise quand il dit qu'il reste pour un dernier set au lieu de partir tout de suite. Il est sur le point de l'inviter à rester. Presque. Puis il regarde ses jambes tremblantes et annule cette idée en vitesse accélérée. Elle agite les mains en signe d'au revoir et fuit la salle, le laissant seul avec les poids. Alors qu'il soulève une barre monstrueuse, une voix familière résonne dans sa tête. Brass. Il demande tranquillement si Choi Yarin est bien son vrai nom. Kim confirme et explique, presque pour lui-même, qu'il n'a accepté de l'entraîner que parce qu'elle l'a harcelé sans relâche et parce qu'elle a senti sa force juste en le voyant. Les deux trouvent ça intéressant.
Brass souligne que la plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir, un élève prometteur, un combattant chanceux. Yarin a vu quelque chose de beaucoup plus proche de ce qu'il est vraiment. Rien que ça lui vaut une petite place dans son fichier mental potentiel. Pendant qu'il parle, une autre présence dans la salle attire son attention. Sur un banc voisin, un élève ultra musclé Oziuk soulève des poids ridicules avec une concentration froide. Il n'adresse pas la parole à Kim. Il ne frime pas. Il s'entraîne. Point. Kim observe chacun de ses mouvements d'un œil professionnel. Structure osseuse. Développement musculaire. Rythme de respiration. Ce type est différent du bébé constellation standard. Il construit un corps d'abord, au lieu d'attendre que son patron divin règle tout à sa place. Kim remarque à voix haute que Siuk pourrait bien finir plus lucide que beaucoup de ceux qui ne jurent que par la puissance empruntée. Brass demande pourquoi Kim s'intéresse soudain à un random bodybuildé. Kim ne répond pas directement. Il continue d'analyser. Pour quelqu'un comme lui, un homme qui prépare déjà le retour de la tour, repérer les futurs piliers de force est devenu un réflexe. Puis la conversation change. Kim demande à Brass ce que les constellations sont en train de faire exactement. Leurs agendas. Leurs règles. La réponse de Brass est « pas très rassurante ». Même s'il est un constellation, il est scellé et isolé depuis 300 ans. Il ne sait pas ce que les autres sont devenus. Ni de quel côté ils se tiennent. Ni comment les règles ont évolué. Tout ce qu'il peut faire, c'est pointer une direction. Si Kim veut des réponses, il doit accomplir la nouvelle mission dans son onglet Système. Kim l'ouvre mentalement. Une description s'affiche, se rendre au centre de la grande forêt de Valhalla. Aller dans une zone particulière, celle qu'on a évoquée en cours comme la zone de survie finale du premier semestre. Là-bas, quelque chose lié à sa réincarnation, à des secrets cachés, et probablement aux constellations, l'attend. Il grimace. Sans cette mission, il se serait bien abstenu d'y remettre les pieds après avoir récupéré ses anciens biens. Mais tant qu'elle n'est pas accomplie, il est menotté. Les secrets de son retour d'entre les morts sont liés à cet endroit. Et Kim Joo-yeok n'est pas du genre à ignorer un fil pareil. Il soulève la barre, les muscles hurlant. S'il doit survivre à la forêt, à la tour, à la famille Ventrique et à la moitié d'un panthéon pour obtenir ses réponses, qu'il en soit ainsi. Pendant ce temps, à Londres, on quitte la salle de sport en sueur pour passer au chaos gothique familial. Au Royaume-Uni, dans la ville de Londres, se dresse le manoir Ventrique, un bâtiment qui ressemble moins à une maison qu'à un musée hanté poli. Boiserie sombre. Lourd rideau. Tableau à l'huile qui vous suivent du regard. Une table à manger assez longue pour héberger un mini-sommet politique. À une extrémité de la table, un homme en costume. À l'autre, une femme dont la présence est plus glaciale que n'importe quelle tempête de neige, Adlia Ventrique, vice-chef de la famille Ventrique. Elle demande le rapport du jour. L'homme l'informe que le labyrinthe près de Reading a été nettoyé. Elle acquiesce, approuve, puis demande s'il y a autre chose. Il mentionne qu'ils ont croisé quelques personnes notables dans le processus de potentielles recrues, dont un survivant d'un clan de voleurs qui s'est révélé dangereusement fort. Adlia réfléchit. Elle accepte de les faire évaluer. S'ils passent les tests, ils recevront la bénédiction Ventrique, le genre de pouvoir et de soutien qui réécrit une vie. Une fois ce point réglé, elle redemande « autre chose ?» L'homme hésite. Oui. Il y a bien autre chose. Ça concerne Rogdil Ventrique. Il a entendu dire que Dazara a été convoqué en Corée du Sud. La réaction est immédiate. Le visage d'Adlia se crispe. Dazara Ventrique est le mouton noir de la famille. Pas la version drôle. La version où l'équipe juridique le déteste. Un problème ambulant. Il a déjà tué 5 personnes à l'Académie britannique pour une simple dispute. À 19 ans, il a été complètement renié, rayé officiellement de la famille. Apprendre que Rogdil ramène cette catastrophe vivante dans leur orbite, la met hors d'elle. Elle ordonne une surveillance serrée de Rogdil. S'il fait quoi que ce soit de suspect, s'il utilise le nom de la famille n'importe comment,
s'il salit encore leur réputation, il est dehors. Immédiatement. L'homme s'incline et promet de transmettre l'avertissement. Quand il s'en va, Adlia reste seule dans cette salle immense, entourée de portraits et de murmures de pouvoir. Ses pensées sont tranchantes et amères. Trop de gens se reposent sur des capacités qu'ils n'ont pas gagnées. Un pouvoir venu des constellations, de la chance ou d'un nom de famille, pas de l'effort. Sur le dossier de son fauteuil est gravée une phrase qui résume tout son credo, tout pour un, et tout seulement pour une personne. Et si vous pensez « waouh, c'est un peu narcissique », non, oui. La personne en question, c'est elle. Son regard finit par se poser sur un tableau particulier au mur, l'image de la constellation protectrice à laquelle la famille Ventrix est liée. Elle le fixe comme si elle attendait une réponse. Le tableau, très prudemment, reste silencieux. Retour à Valhalla. Cours magistral. Le professeur sur l'estrade explique un terme, malfaiteur. Dans la société moderne, ça ne veut pas dire juste criminel. Ça désigne précisément ceux qui utilisent le pouvoir des constellations à des fins malfaisantes. Ils peuvent agir seuls, comme des contractants renégats, ou en organisation. La plus connue de ces organisations ? Onagad. Qui m'écoute, à moitié. Une partie de son esprit se replie vers l'intérieur. Depuis sa réincarnation, il a remarqué quelque chose d'étrange, son corps physique était en piteux état, même comparé à un étudiant lambda. Ses réserves de mana étaient en dessous de la normale quand il a essayé de les faire circuler pour la première fois. Un peu de pelletage ou un footing léger le faisait s'effondrer comme s'il sortait d'un raid de donjon. Et malgré tout ça, quelque chose cloche. Ça n'aurait pas dû se dégrader à ce point. Il a forcément dû arriver quelque chose au propriétaire original de ce corps. Quelque chose qui a brisé à la fois le physique et le mana. Mais il n'a pas encore toutes les pièces du puzzle. Il se force à arrêter de ruminer. Il a déjà assez de problèmes sans se lancer dans une autopsie théorique de lui-même. C'est à ce moment qu'un doigt tapote son bureau. Il baisse les yeux. Une boule de papier y est posée. Il remonte jusqu'à la main qu'il a déposée, Yusoyen, la jolie fille au regard doux, avec cette aura qui fait que les gens la sous-estiment. Il ouvre le mot. Dessus, en grosses lettres maladroites, il y a essentiellement « Salut ». Il cligne des yeux. C'est tout ? Pas de questions, pas de menaces, pas de plan. Juste « Salut ». Avant qu'il puisse décider si c'est mignon ou louche, Kim Lingoon annonce quelque chose devant, ce week-end, les élèves peuvent demander une permission de sortie temporaire. S'ils veulent sortir, ils doivent remplir un formulaire et donner une raison. L'esprit de Kim clique instantanément. Une occasion de se déplacer plus librement. De fouiller au-delà des murs de l'académie. Il remplit le formulaire avec la raison la plus banale, la plus normale possible. Rien qui attire l'attention. Juste sorti samedi pour raison personnelle. Brass, dans sa tête, est surpris. Quitter le campus, maintenant ? Où compte-t-il aller ? Kim assure qu'il a un endroit précis en tête mais avant qu'il n'ait le temps d'expliquer, quelqu'un l'appelle. Encore Yusoyen. Elle porte un serre-tête qui la rend encore plus inoffensive. Le contraste avec la quantité de dégâts qu'elle inflige à sa patience est remarquable. Elle revient sur ce qui s'est passé plus tôt dans la simulation. Plus précisément, son combat contre le gobelin de pierre. Elle l'a vu. Elle a été impressionnée. Elle veut savoir comment il a fait, comment il a réécrit les règles sous leurs yeux. Mais au moment de parler, elle trébuche sur chaque mot. Demi-phrase. Début de question qui s'évapore. Elle essaie d'articuler, mais sa fierté et sa timidité s'en mêlent comme un wifi pourri. La patience de Kim tombe à zéro. Il la traite de folle et lui dit de juste hocher la tête si elle veut quelque chose, plutôt que de tenter de pulvériser sa santé mentale avec des phrases incomplètes. Évidemment, ça la vexe. Elle réplique en demandant pourquoi il l'attaque tout à coup comme ça mais il contre immédiatement, ce n'est pas normal chez elle, d'agacer les gens sans raison. Pourquoi elle fait semblant d'être surprise ? Soyons se tait, frustré. Sa fierté n'aime pas qu'on la pique comme ça. Elle repense à la scène du gobelin qui s'effondre. Au coup d'épée impossible. À la façon dont ses mouvements ne ressemblaient pas au niveau d'un étudiant.
Elle veut lui demander comment il a fait. Mais juste au moment où elle est prête à ravaler sa fierté et à parler. Une autre voix s'invite. Forte. Tranchant. Très intéressée. Lilia. La prof aux lunettes et aux cheveux gris débarque comme si elle venait de se téléporter, guidée par l'odeur de nouvelles données. Elle pose exactement la question que Soyon allait poser, comment as-tu tué ce gobelin de pierre comme ça? Cette fois, elle n'est pas en colère. Elle est fascinée. Il n'a suivi aucune des méthodes qu'elle enseigne, ce qui veut dire que son savoir est incomplet, et elle déteste ça. Kim la fixe. D'où elle sort, elle? Pourquoi elle l'intercepte dans le couloir comme un PNJ de quête secondaire? Il demande si elle ne le déteste pas depuis l'histoire de l'examen. Elle balaie ça d'un revers de main. Elle se fiche d'avoir été embarrassée. Ce qui l'obsède, c'est que tout ce qu'elle pensait savoir sur les monstres est possiblement faux. Au point qu'elle lui fait une proposition sur le champ, deviens mon assistant. Aide-la. Apprends-lui. Explique-lui ses techniques. Travaille avec elle pour mettre à jour les connaissances de l'académie. Kim refuse instantanément. Il a un formulaire de sortie à déposer. Il a des missions, des coffres, des constellations et une tour de fin du monde dans sa to-do list. Jouer les professeurs stagiaires ne fait pas partie du plan. Lilia tente tous les angles flatterie, logique, curiosité mais il esquive tout et s'en va, elle trottinant derrière lui en continuant de parler. Yu Soyin reste planté là, seul. Sa question n'est même pas sortie de sa bouche. Elle expire lentement. Les mots de la prof tournent encore dans sa tête, mélangés à l'image du gobelin de pierre qui s'écroule. Plus elle y pense, plus elle ressent ce mélange d'admiration et de frustration. Au final, elle tranche, très bien. Elle va laisser tomber. Pour l'instant. Il y a une limite à l'humiliation qu'elle peut avaler en une seule journée. Le lendemain, Kim se retrouve devant quelque chose qui le fait hésiter, même lui. Un marché gigantesque. Des stands à perte de vue, des piles de marchandises, des foules qui vont et viennent, des voix qui crient des prix, tout un monde vivant de commerce déployé devant lui. Après tout ce temps passé à manigancer en silence, à gérer des missions cachées et des simulations de monstres dans Valhalla, cette explosion de couleurs et de bruit paraît presque irréelle. Qu'est-ce qu'il compte faire ici? Stocker? Repérer les lieux? Se préparer pour la mission dans la grande forêt de Valhalla? Tout ce qu'on sait, c'est ceci, chaque pas que fait Kim Joo-hyuk maintenant. Du cardio infernal avec Yarin, aux démonstrations de massacres de gobelins, jusqu'au fait d'attirer l'attention de tarés nommés Ventrique. Resserre un peu plus le nœud autour du futur. Les constellations observent. Les grandes familles déplacent leurs pions. Et quelque part dans la foule, des ennemis et des pions sont déjà alignés sans même le savoir. Le marché n'est qu'un prochain champ de bataille. Mais c'est là que ce chapitre s'arrête. Si vous êtes encore là, avec un rythme cardiaque stable après avoir vu ce gars bench presser des gobelins et le système scolaire en même temps, restez branchés. Dans le prochain épisode, cette simple sortie va probablement se transformer en masterclass sur comment préparer l'apocalypse en faisant ses courses au milieu de civils totalement à l'ouest. Et vous le savez déjà, dans ce monde, chaque virée shopping innocente n'est qu'un drapeau de catastrophe déguisé.